Bonsoir les gens, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu particulier, puisque on a une invitée tout aussi particulière. Déjà, c'est la première invitée sur la chaîne. Bonsoir Nadine, tu vas bien? Bonsoir Nicolas, ça va et toi? Oui, ça va bien. Et je ne vais pas présenter Greg, mais Greg n'a plus besoin de le présenter, tout le monde le connaît. Ça va Greg? Ça va bien, merci. T'es retourné dans ton poste de Robin, c'est mieux? Oui, exactement. Ouais. J'aime pas être Batman. Donc, je vous disais ce Donc, il y soir... a Batman et Robin, je ne sais pas moi je suis qui. Catwoman. Alors, comme je disais, ce soir, on va aborder un sujet un petit peu particulier, puisque on va parler non seulement de nutrition, mais aussi du rapport entre justement l'alimentaire et l'estime de soi. Alors, en partant, je vais ouvrir avec un léger disclaimer, parce que justement, quand on parle souvent d'alimentation et d'estime de soi, comme le faisait remarquer très justement Greg, les gens s'attendent à ce qu'on parle de deux maladies. Alors, il y en a une, c'est une maladie, l'autre, c'est un symptôme, c'est l'anorexie et la boulimie. On ne le fera pas ce soir pour la simple et bonne raison que ce sont certes des troubles alimentaires, mais comme je l'ai dit, le premier est une maladie d'ordre psychologique et le deuxième est un symptôme. Et en fait, la nutrition, dans ces deux cas, est souvent un élément. Ce n'est pas ce qui est prioritaire. Par exemple, dans la boulimie, l'aliment sert à compenser, mais ce qui est important, c'est la compensation. Nous, on voulait vraiment aborder justement le côté alimentaire de nos sociétés, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui pullulent partout sur Internet. Il y a plein de régimes. Je pense que toutes les semaines, dis-moi si je dis une bêtise, Nadine, mais je pense que quasiment toutes les semaines, il y a un nouveau régime qui apparaît avec une nouvelle conception des choses. Il y a des nouveaux produits. Il y a des produits qui sont censés faire plein de choses extraordinaires. On n'est pas loin de ça, surtout que l'été arrive. Alors, à l'approche de l'été, il y a multiples régimes qui apparaissent. Oui, tu as raison. Et j'ai même remarqué que sur YouTube, en ce moment, il y a énormément d'influenceurs et d'influenceuses, surtout des influenceuses, justement, qui partagent des régimes qu'elles testent et donc, c'est quasiment sur toutes les langues en ce moment. Et nous, à Nice, on a la chance d'avoir la chaleur, même si ça fait une semaine qu'il pleut. Mais voilà, on voulait vraiment plutôt observer ce côté-là. Et justement, on a la chance d'avoir Nadine qui est nutritionniste. Et tu travailles aussi en poste à l'hôpital Monaco, et dont j'ai oublié le nom, mais tu vas me souffler tout de suite. Le centre hospitalier Princesse Grasse. Oui, voilà. C'est ça. Et l'intitulé de mon métier, j'aime bien mieux le dire, c'est diététicienne nutritionniste parce que c'est l'appellation officielle. Donc, n'importe qui peut s'autoproclamer nutritionniste, mais pas diététicien nutritionniste. Oui, et puis ça claque un petit peu plus aussi. Je n'ai rien entendu. Et j'espère que les internautes n'entendront rien non plus. Non, il n'écoute plus. Non, c'est ça. À ce moment-là, la vidéo, ils sont déjà tous partis. C'est ça, ouais. Alors, Greg l'a oublié depuis un petit moment, mais avant de partir, si vous pouvez laisser un pouce vers le haut, ce serait gentil. Merci. Ah oui, c'est vrai, il faut liker la vidéo. Bon, on va faire comme à l'habitude. On a prévu 3 parties. Peut-être que l'une des parties, d'ailleurs, sera peut-être un peu plus longue que les autres. Hein. On a remarqué que notre record, en ce moment, c'était 1h27. On fera peut-être qu'on le battra, peut-être qu'on le battra pas. Ça va dépendre du débit de Nadine. Et on va commencer donc avec la première section. Justement, on sait que la Bible ne parle pas de tout, mais la question c'est est-ce que la Bible, elle parle de l'alimentation et de la nutrition? Alors, voilà, je t'ouvre la question à toi Nadine. Quel est le point de vue de la Bible par rapport à la nutrition?
Bon, ben, la Bible parle beaucoup de l'alimentation, de la nutrition, dans des contextes, bien sûr, qui peuvent être différents les uns des autres. Dès le départ, quand on regarde le récit de la création, le Seigneur dit à l'homme et à la femme, je vous donne tout à manger de tout arbre qui pousse dans ce jardin, mais vous ne mangerez pas de l'arbre qui donne le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, après la chute, on voit bien qu'une des choses que le Seigneur leur dit aussi, maintenant, vous pouvez manger de tout. On comprend qu'ils peuvent manger aussi, enfin, que leur alimentation s'étend un peu plus. On a affaire donc à un sacrifice. Voilà, ne serait-ce que ça. Donc, plusieurs récits aussi de la Bible. On voit qu'il est souvent question de nourriture, que ce soit... d'ailleurs, ça m'amuse. Quand les Israélites sont dans le désert, une des choses qu'ils regrettent, et ils le soulignent bien, ils parlent de manger. En Égypte, au moins, nous avions des poireaux, des oignons. Ici, nous n'avons rien. Donc, on voit bien que l'alimentation est quand même centrale dans la vie de l'être humain. Même pour gagner certains combats, certaines guerres, on voit que le Seigneur, ou la Bible en tout cas, relate une notion de manger. Pierre qui reçoit la révélation sur Corneille, mais en fait, la vision, c'est une vision d'une table, il faut manger. Tiens, j'avais pas pensé à ça, mais dans le psaume 23, il dit en face de mes ennemis, tu dresses une table. Et les mets sont censés être délicieux. Alors, on comprend que c'est pour que le Seigneur relève la personne qui est fatiguée ou qui est en difficulté, mais il est question de nourriture quand même. Tout à fait. Puis on oublie aussi que sur tous les miracles que Jésus a fait, il a quand même transformé l'eau en vin, il a fait la multiplication des pains et des poissons. Nous, on se concentre souvent sur les miracles de guérison, mais ça, c'était très miraculeux et c'est lié à la nourriture. Justement. D'ailleurs, si tu me permets, quand il revient à leur rencontre après la résurrection, il y a quand même une notion de nourriture parce que c'est autour de poissons qui grillent. Voilà. Oui, et sur le chemin d'Emmaüs, c'est au moment où ils rompent le pain à table qu'ils le reconnaissent. Alors, la grande question, c'est est-ce que Jésus avait une façon particulière de rompre le pain qui ont fait que les gars ont fait « Ah, c'est Jésus !» ou autre chose. Mais justement, hier, Greg posait une question, alors je la lui pique, comme ça lui fera une question de moi. Merci, déjà que je parle pas beaucoup. Bah vas-y, pose-la ta question. Bah, je sais pas quelle question tu veux poser, alors voilà, donc, justement, au début, Adam et Ève, ils peuvent manger, comme tu l'as dit, de tout, et ça prend quasiment le moment où Dieu libère son peuple d'Égypte pour qu'il leur impose des restrictions, genre vous n'avez pas le droit de manger du homard, vous n'avez pas le droit de manger du cochon. Donc c'est là où on commence à voir les aliments purs et impurs. Souvent, les chrétiens cherchent à justifier ce genre de choix de Dieu par, bah oui, il y avait une réalité alimentaire derrière. Alors, est-ce qu'il y a une réalité alimentaire ou pas? Alors, franchement, je me permets de te dire que je ne sais pas s'il y a une réalité alimentaire entre le fait qu'ils ont commencé à manger de la viande ou pas. Je pense que c'est un débat. Il y en a qui pensent que l'homme et la femme ne mangeaient pas de viande et qui mangeaient que des produits végétaux. C'est pour ça que le texte n'a pas dit précisément pour la viande et qu'ils ont commencé à manger de la viande après la chute. Même s'ils élevaient des brebis. C'est ça. Et d'en élever. Hein. Abel était un éleveur de chèvres. C'est ça. Ben, certains te diront que c'était pour le lait. Donc, voilà. Moi, je donne des éléments de réponse pour que chacun puisse réfléchir. Et je pense que c'est important que chacun réfléchisse. Pour ceux qui est des chrétiens qui se plongent eux-mêmes dans les Écritures, et pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, c'est toujours intéressant d'accroître sa connaissance. Ensuite, pour les aliments purs et impurs, là, j'avais discuté une fois avec un juif parce que je lui ai posé la question pourquoi les crevettes ne se mangent pas. C'est une question que j'ai posée il y a vraiment très très longtemps. Alors très très longtemps. Presque une vingtaine d'années. Et cet homme qui avait à peu près le même âge que moi, nous étions dans un groupe autour d'un repas avec des amis, il m'avait dit que les crevettes, ils ne mangent pas parce qu'il y a une notion que les crevettes ne font pas de choix.
ils mangent n'importe quoi. Oui, tout à fait. Et que, donc, il y a une notion d'impureté chez ces animaux qui mangent n'importe quoi sans faire de choix. Bah, comme le cochon. C'est ça. Et à contrario, pardon, les animaux purs sélectionnent ce qu'ils doivent manger. Oui. Et l'idée, c'est d'emmener une réflexion dans la pensée humaine, de voir de quoi nous nourrissons notre être intérieur. Est-ce de bonnes choses? Est-ce de mauvaises choses? Et j'avais aussi une réflexion, si tu me permets. Vas-y. D'Origène, donc c'est un chrétien des premiers temps, je pense que c'est le IIIe siècle. Et lui qui expliquait que le pourquoi il y avait des animaux qui avaient, il appelle ça la corne fendue, donc le sabot fendu en deux. Et donc, pour le remettre dans un contexte chrétien, c'était ceux qui acceptaient de se positionner sur deux choses. Donc, il parlait de la prière et de la connaissance de la parole de Dieu, mais il parlait aussi du fait de ne pas négliger l'Ancien Testament au profit du Nouveau, et l'inverse est vrai aussi. Ça, c'était son explication. Oui, mais en fait, d'une certaine façon, tu as quasiment répondu comme j'avais répondu hier à Greg, et je suis content de t'entendre dire ça, parce que moi, je lui ai expliqué souvent, le plus important, c'est qu'il y a un principe que Dieu énonce, et notamment, Dieu avait parlé des règles de pureté par rapport au fait de toucher un cadavre, et par exemple, les homards mangent des cadavres d'animaux. Donc, on retrouve une certaine continuité dans la logique de Dieu par rapport à ces animaux-là. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, il y a plein d'animaux qui, à l'époque, étaient jugés comme purs, comme par exemple les vaches ou les poulets, qui ont des problèmes, comme par exemple la vache folle, où on a découvert que c'est parce qu'on leur faisait manger de la farine animale. Donc, on voit qu'il y a un principe en arrière qui reste quand même très présent et qui va se porter. Et donc, c'est quand même très intéressant de voir que Dieu, comme tu le disais, fait suivre ses principes avec des aliments, avec des repas, avec des fêtes, avec... D'ailleurs, Dieu a créé l'homme et il lui a dit de manger. Donc, c'est quelque part Dieu qui a créé le fait qu'on mange, puisqu'on est ses créatures. Et je vais arrêter de parler parce que sinon, on va dire qu'il n'y a que moi qui parle. Tu avais fait une référence à Esther. Je voudrais juste, est-ce que tu peux C'est intéressant de voir que, bien sûr, on sait que finalement, c'est Dieu qui délivre Israël parce qu'il fait concourir plusieurs circonstances pour que Mardoché, Esther et le peuple d'Israël s'en sortent. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est au cours d'un banquet, donc d'un repas, que la délivrance opère finalement. Oui, puis alors, et ça, on n'y pense pas. Et avant, il y a une notion de jeûne, donc de privation de nourriture, mais ça reste concentré sur le fait de manger ou ne pas manger, nourriture et alimentation. Oui, puis alors c'est ça qui est fascinant dans cette histoire, c'est que tu as, comme tu as dit, le jeûne d'un côté, donc la privation, mais un banquet, si tu regardes comment c'était fait à l'époque, c'est une suralimentation, quoi. Donc tu as suralimentation et sous-alimentation, et les deux amènent à la délivrance de Dieu. C'est ça. Je pense, Greg, que tu avais quelque chose à demander à ce moment-là. En parlant de banquet, c'est vrai que Jésus, il a changé l'eau en vin à un banquet, mais même, il a énormément fait de choses dans les maisons, et c'était souvent à table que ça se passait dans les maisons. C'est vrai. Exact. Tout à fait. Parce que c'est vrai que même pour Zachée, le salut arrive, mais il dit, je veux venir chez toi, je mange chez toi, en fait. Et on comprend qu'il y a une notion, au-delà du fait de se nourrir, que même, si je le dis peut-être mieux, ça serait que la nourriture ou le temps du repas est un élément central pour que d'autres choses se développent. Oui, mais autour de Jésus, il y a plein d'histoires. Marie et Marthe, si je me souviens bien, Jésus enseigne après un repas, puisque Marthe, ou avant, parce que Marthe est en train de préparer ou en train de faire la vaisselle, elle fait l'un des deux. Il y a j'ai oublié le nom de ce pharisien, mais c'est autour d'un repas que la prostituée approche Jésus et qu'elle lui verse le parfum sur les pieds et qu'elle essuie ses pieds avec ses cheveux. Non, comme tu disais, Greg, le repas est la maison. En fait,
la maison est souvent symbolisée dans l'histoire de Jésus par le repas et c'est pas pour rien qu'on retient dans l'histoire de Jésus la Sainte Seine qui symbolise en fait le fait que tout le monde communie, tout le monde est en union autour d'une symbolique qui rappelle le corps de Jésus. Et donc même là, on a une vocation à l'alimentation. Du coup, forcément, la question c'est qu'est-ce que la Bible dit sur le fait de bien ou de pas bien manger? Bon, la Bible nous montre qu'il faut prendre soin de son organisme. J'aime bien le texte qui dit qu'il faut prendre soin de son corps parce que c'est le temple de Dieu. Ok. Alors, prendre soin de son corps, ça revêt plusieurs aspects. Par exemple, je sais, ne serait-ce que prendre une douche, s'occuper de soi, éviter d'avoir une dermatose. Mais je pense que l'alimentation aussi est importante et même nécessaire. Parce qu'un corps qui ne se nourrit pas finit par dégénérer. Or, Dieu veut que nous ayons soin de notre corps. En fait, c'est le véhicule que Dieu a mis à notre disposition sur cette terre. À partir du moment où le corps ne se porte pas bien, quoi que l'on veut faire, on n'y arrivera pas. Donc, voilà pourquoi c'est important. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de ça, Greg, est-ce que tu as sous les yeux 1 Corinthiens 6, 19 ? Alors, 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous appartenez point à vous-même. Du coup, ma question, elle est, si mon corps est le temple du Saint-Esprit, est-ce que j'ai le droit de manger du McDonald's ? Ah oui. Mais pas trop souvent. Tout est question de modération. Alors moi, je te dis, tu peux manger du piment aussi, hein, mais si tu manges du piment immodérément, je te dis pas toutes les brûlures que tu vas avoir, les reflux gastro-œsophagiens que tu vas avoir. Donc, tout est intéressant, tout est bon, mais en quantité raisonnable. Alors, en tant que diététicienne, je n'aurais pas tendance à dire de manger du McDo parce que je trouve qu'on en mange déjà beaucoup trop. Mais il y a des éléments qui peuvent être intéressants même en mangeant du McDo. Alors, du coup, qu'est-ce que tu vas dire à toutes ces personnes que l'on peut croiser parfois dans les églises qui vont dire « Ah, mais il faut que tu manges bien parce que justement, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit et que la malbouffe, si tu en manges, tu salis le temple du Saint-Esprit. » Alors, ma première question, ça serait de leur demander en quoi consiste de manger bien et leur demander qu'est-ce que eux mangent bien. Alors, si la personne me dit que manger bien pour elle, c'est qu'elle mange tous les jours de la salade, mais au point que ça en devient proche d'un ruminant, je lui dirais, mais fais attention aux carences aussi. Donc, tu peux te mettre en danger en mangeant de la manière que tu as l'habitude, comme quelqu'un qui abuse de manger chez McDo. Il y a peut-être une notion, il y a une notion de plaisir aussi qui est liée à la nourriture. On prend plaisir à manger un bon repas, même s'il n'est pas forcément ultra équilibré. Ah, mais la diététique, c'est l'art de bien manger. Alors, c'est marrant parce que dès qu'on m'entend dire que je suis une diététicienne, il y a toujours ce sourire. Ah, tu vas nous faire maigrir. C'est vraiment du genre, la diététicienne, elle est là pour faire maigrir. Sans oublier celle qui pense que je suis esthéticienne parce que comme ça se ressemble, donc je suis esthéticienne et je fais maigrir. Mais en fait, la diététique, c'est vraiment l'art de bien manger. Et on a une diététique, c'est vrai, pour une personne qui est bien portante pour maintenir la santé, mais elle intervient aussi dans le cas des personnes qui sont malades pour qu'à travers leur alimentation, on essaie soit de remédier, soit au moins d'atténuer les difficultés qu'elles rencontrent dans la santé. D'accord. Ça, c'est comme souvent les gens qui viennent voir un pasteur et qui s'attendent à un miracle sans se rendre compte que souvent, s'ils veulent un miracle, il faudrait d'abord qu'eux commencent à prier pour, quoi. Effectivement. Mais alors, en plus, toi, c'est bien, vu que tu es et diététicienne et esthéticienne dans l'esprit des gens, non seulement tu vas me faire maigrir, mais tu vas me rendre beau en plus. Non, il y a du boulot, là. Sachant que même la notion de la beauté est tellement relative. Oui. Oui. Oui, justement, on va en parler dans une deuxième partie, mais merci de nous, effectivement, de faire cet éclairage, parce que ça, c'est un éclairage que beaucoup de gens ont du mal à saisir. Le fait que, justement, c'est l'excès d'une chose qui est problématique. Mais autant l'excès de trop manger que l'excès de pas assez manger, les deux sont problématiques.
Et effectivement, quand Dieu, c'est un Dieu d'équilibre, ben, l'équilibre, on doit le trouver quelque part aussi dans la nourriture. Et souvent, la problématique, comme l'a souligné Greg, c'est que c'est lié au plaisir et que certaines personnes vont justement se jeter sur la nourriture parce que c'est plaisant de manger, quoi. Et je les connais bien, ces gens-là. Bon, du coup, on a parlé de 1 Corinthiens, on a parlé de Jésus, on a parlé de la relation entre Dieu et la nourriture. Et la question, c'est, est-ce que Dieu mange? Dieu mange. Bon, d'abord, Dieu, il n'est pas fait d'un corps physique, et on sait très bien que pour nous faciliter la vie, des fois, Dieu s'anthropomorphise en disant mon bras n'est pas trop court pour agir, mais bon, clairement, Dieu n'a pas de bras. C'est avant tout un esprit. Même si nous savons qu'il a pris notre condition humaine pour nous apporter le salut en Jésus-Christ. Mais voilà, ça, ce sont des images pour que le texte, ou en tout cas la pensée de Dieu, nous soit compréhensible. Mais Dieu n'est pas un être qui a besoin de se remplir l'estomac pour continuer à fonctionner. Tout à fait. Tu l'as très bien dit, c'est Dieu fait homme, c'est-à-dire Jésus qui mangeait. Et ben, je te propose qu'on passe à la deuxième partie. Alors, excusez-moi, mais juste avant d'aborder le deuxième sujet, est-ce que Nadine, tu peux nous parler du jeûne? Parce que on parle de nutrition, de nourriture, mais dans la Bible, il y a aussi beaucoup de passages où on parle du jeûne, des intérêts du jeûne pour la spiritualité, pour la spiritualité, mais aussi pour le corps, comme le jeûne de Daniel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Alors, le jeûne, c'est vrai que si on regarde ce que ça veut dire en français, le jeûne, c'est se priver de nourriture. Est-ce qu'il sera total? Est-ce qu'il sera partiel? Est-ce que notre santé nous le permet? Est-ce que c'est par le jeûne qu'on obtient des choses? Ça, je voudrais vraiment mettre un point d'honneur là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on fait la grève de la faim qu'on va forcer la main de Dieu. C'est vraiment se bourrer. Et d'autre part, ce n'est pas parce qu'on se prive de manger en regardant toute la journée la télé ou en allant faire du baby-foot toute la journée, ou je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire, le bowling toute la journée, en tout cas en rigolant, qu'on va se dire, ah, voici, je suis un jeûne intéressant pour Dieu, intéressant pour ma spiritualité. Donc, c'est déjà important de mettre ce cadre-là. Tu fais bien de le préciser, parce qu'il y a des gens qui oublient que dans le jeûne, bah, le temps où tu ne fais pas l'activité, tu es censé prier. Oui. Quand Moïse partait sur la montagne avec son lait de chèvre, bah, tu jeûnes pas pour maigrir, quoi. C'est ça. Non, surtout. Et normalement, si les choses devraient bien se faire, c'est que le moment du repas, au minimum celui-là, devrait être un temps où on prie, parce qu'on se prive de nourriture pour se concentrer sur des choses qui élèvent l'âme. Et oui. Donc, voilà. Justement, j'avais entendu plusieurs spécialistes du jeûne, plusieurs spécialistes chrétiens du jeûne expliquer que les gens pensent souvent que faire un jeûne, c'est bon pour le régime, et eux, ils disaient que c'était tout à fait le contraire, parce que souvent, après un jeûne, tu as tendance à emmagasiner. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Non seulement déjà psychologiquement, quand tu t'es privé et qu'on te donne la possibilité de manger, en général, on mange un peu plus que d'habitude. Ce qui est normal, on a été privé longtemps, il y a comme une espèce de tension qui se crée et dans la pensée et même dans notre appareil digestif. Donc, il y a ça. Deuxièmement, il y a aussi la mémoire cellulaire. Un corps qui a été privé n'attend qu'une chose, c'est-à-dire qu'il a toujours eu son quota d'énergie, c'est principalement au niveau énergétique. Après, on peut parler des protéines et d'autres nutriments, mais c'est principalement au niveau énergétique. Donc, le corps a été privé, mais en attendant, il faut qu'il continue à fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre dans ses réserves. Mais en même temps, il est tendu parce qu'il se dit, oh là là, j'ai été privé. Il faut que, au minimum, je remplisse mon quota
d'énergie que j'ai dû utiliser, en tout cas ma réserve énergétique que j'ai dû utiliser. Mais vu que j'ai été mis en situation difficile, il vaudrait mieux que j'en ai un peu plus au cas où on me remettrait dans une situation telle que celle-là. C'est pour ça que les régimes restrictifs font que dès qu'on arrête, on prend plus. Mais c'est valable pour le jeûne. Parce que le jeûne, d'une certaine manière, on se restreint énormément. Enfin, encore une fois, tout dépend du genre de jeûne. Il y a certains qui jeûnent en se disant, je vais manger plus ou moins normalement, mais comme j'aime beaucoup la viande, je vais me priver de viande, je mangerai du poisson ou des œufs à la place, enfin pour un apport protéique. D'autres se diront pas d'apport animal, je mangerai que des végétaux. En ce moment-là, on peut aussi trouver des complémentations protéiques comme font les végétariens. Et puis il y a ceux qui décident de ne pas prendre un repas. Enfin, je pense que c'est vraiment au cas par cas et comment la personne se sent devant Dieu, comment la personne se sent, quel engagement elle veut prendre. Enfin, je dis devant Dieu, mais il y en a qui jeûnent pas nécessairement pour Dieu, ils jeûnent pour d'autres raisons. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Cette fois-ci, on va passer à la deuxième partie, puisque jusqu'à présent, on a parlé de la nourriture, on a parlé de la relation que la Bible avait avec la nourriture. Et le sujet que moi je voulais aborder à tout prix dans cette émission, c'était le sujet de la nourriture et de l'estime de soi. Parce que très souvent, les gens mésestiment l'impact que un régime alimentaire, par exemple, la façon dont au jour d'aujourd'hui on voit les différents aliments, quel est je veux dire, l'impact, les gens mésestiment l'impact que la vision du corps peut avoir sur notre régime, mais aussi de ce qu'un régime peut avoir comme impact sur le corps lui-même. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Je n'ai pas de réaction de votre part d'un seul coup, ça me fait peur. Non, c'est pas que j'ai compris. Mais en fait, les deux sont souvent liés. Et justement, du coup, toi qui travailles avec beaucoup de personnes qui viennent te voir pour des problèmes alimentaires, justement, quel est l'impact de la vision qu'a la société sur le corps, c'est-à-dire les canons de beauté, quel est l'impact que cela a sur l'estime de soi et sur l'alimentation des gens? Alors, dans une société occidentale telle qu'on la connaît, les canons de beauté pour les hommes et les femmes, et surtout pour les femmes, c'est d'être proche de la maigreur. Après, tout est relatif, parce que certains diront, non, c'est pas de la maigreur, c'est de la minceur. Mais pour une personne qui est obligée de se priver d'aliments pour répondre j'allais dire à ce qui lui est imposé, mais peut-être pas, peut-être même à ce qu'elle s'impose elle-même pour se sentir belle parce qu'on lui a tellement martelé que être belle, c'est ressembler à ça. D'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent, je parle avec Jean-Philippe, je regarde certaines séries et j'ai systématiquement remarqué que la première saison, certaines femmes, surtout les femmes, elles ont peut-être des joues un peu plus, voilà. Et puis, une saison après, les joues, voilà, diminuent. Et elle maigrit comme ça de saison en saison. Et même pour les séries françaises, en fait, ces séries qui passent tout le temps, là, qui durent 5 à 10 minutes, c'est pas des séries que je regarde, mais tu sais, quand tu as fini les infos, le temps d'apprêter le repas, tu vois, tu sais pas trop ce qui s'y passe, mais tu vois. Et il y a une semaine, j'ai dit, oh, mais qu'est-ce qu'elle a maigri, cette femme? Elle n'était pas comme ça. Je ne la regarde pas souvent, donc forcément, je verrai encore plus que ces traits se sont affinés, même qu'elle a maigri. Voilà. C'est une des preuves que la société nous invite à maigrir. Mais c'est très drôle que tu dis ça, parce que juste avant que tu arrives, on se parlait avec Greg, et justement, je lui citais le cas d'une série qui avait fait scandale, une série qui existe toujours au jour d'aujourd'hui, où à un moment donné, ça avait fuité, où les producteurs avaient demandé aux actrices de faire un effort justement à perdre du poids pour que les acteurs masculins paraissent plus musclés à côté d'elles.
Et dans cette série-là, il y a une jeune actrice, à l'époque c'était une jeune actrice, hein, lors des premières saisons, qui s'était fait pas mal pointer du doigt sur les réseaux sociaux et tout ça, parce que tout le monde la trouvait grosse, alors qu'en fait elle faisait une taille 38, et que les autres actrices faisaient une taille 32 ou 34. Donc elle n'était pas dans ce qu'on pouvait appeler de l'obésité morbide, quoi. Et Ouais. effectivement, comment arriver à avoir une estime de soi quand justement la société t'impose des quotas et puis là-dessus, il faut être honnête à un moment donné, parce que ça, on ne le dit pas assez, mais justement, tu cites les acteurs, les mannequins, sont des gens qui sont payés pour justement transformer leur corps pour arriver à ces niveaux-là. Il ne faut pas imaginer, par exemple, que Hugh Jackman, il est tout le temps aussi bien musclé que dans les Wolverine, quoi. Non, le reste du temps, il est plus normal. Il fait un régime spécial pour ces moments-là, quoi. Et pourtant, au niveau de l'estime de soi, nous, on est tout le temps en train de courir après ces standards-là. Euh, tu m'avais parlé de soucis justement alimentaires liés euh, à, à ces régimes, à cette privation qui pouvait, que pouvaient justement s'imposer certaines personnes. Est-ce que ça te dérangerait de les réénumérer? Alors, on peut avoir des soucis de dénutrition, hein, et de carence à force de faire des régimes très, très restrictifs. D'ailleurs, un des fers de lance des diététiciens, c'est de dire il faut avoir une alimentation équilibrée la plus variée possible. On comprend que pour perdre autant de poids, il faut une privation draconienne. Donc, forcément, on ne peut plus parler d'une alimentation équilibrée, certainement pas d'une alimentation variée. Si on enlève de son alimentation tout élément qui pourrait soit faire prendre du poids, soit le maintenir. Et dans les problèmes qui arrivent, donc si problème de dénutrition, au début, on ne s'en rend pas compte parce que même s'il peut avoir quand même une fente musculaire de toute manière, mais c'est parce que le corps plonge dans les réserves, s'il y a des réserves. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de réserves et la dénutrition peut s'installer très rapidement. Donc, le risque, c'est qu'on a une fente musculaire, le corps puise dans les muscles, on s'affaiblit. C'est des personnes qui peuvent développer différentes pathologies, les reins, le foie qui peut se fatiguer, des brûlures d'estomac parce qu'on n'a pas assez mangé, le système digestif qui est en difficulté. Voilà. Quand le corps a besoin de pomper, il va pomper partout et il peut même aller jusqu'à pomper au niveau osseux. Donc, les risques sont une dénutrition protéico-énergétique. Il ne faut pas oublier que des protéines, on en trouve pratiquement partout dans l'organisme. Le collagène, au niveau du collagène, au niveau du derme, au niveau, c'est vraiment le besoin protéique et le besoin plastique de l'organisme. Voilà. Ok. Même ça, les anticorps sont des protéines. Ça, c'est vraiment influencé par la société, toi. Ce qu'on voit à la télé, la publicité, enfin, je veux dire, tout ce qui nous entoure. Exact. Il y a un matraquage. Ouais. Et c'est marrant parce que... Il y a vraiment un matraquage, excuse-moi. Parce que souvent, justement, ces critères... Alors, je pense que la première fois, c'était toi, Nadine, qui l'avait souligné. Déjà, ces critères, ils ont évolué dans le temps. Ça n'a pas toujours été ça, les canons de beauté. Mais, par exemple, si au jour d'aujourd'hui, Marilyn Monroe, elle paraîtrait obèse pour beaucoup de personnes. Mais en plus, c'est souvent pas, parce qu'on avait parlé de la distinction entre les deux, entre les canons sociétals, c'est-à-dire ce que la société impose, et le canon que vivent les gens. C'est-à-dire que c'est toi qui avais parlé à un moment donné des mannequins et tout ça, et pourtant, la chanteuse la plus populaire physiquement, c'est Beyoncé. Et là, on n'est pas du tout dans les canons que ce que la société impose. Donc, il y a bien, on voit bien que en plus, sur des gens où l'estime... Alors, parce que ça, il ne faut pas oublier que l'estime de soi, ça a une tendance à faire baisser le jugement des personnes, notamment le jugement par eux-mêmes, et
ils ont une certaine tendance à vouloir se confier dans le jugement des autres. Bah, c'est très dur de faire comprendre à quelqu'un mais que ce que la société lui propose n'est pas forcément ce que les gens qui vivent dans cette société veulent ou apprécient, quoi. Et du coup, la question que j'avais envie de te poser maintenant, c'est toi, en tant que nutritionniste, est-ce que justement vous faites une certaine évaluation de l'estime des gens ou pas du tout? Non, mais c'est vrai, pas nous personnellement, mais quand même, on a tendance à envoyer une personne en difficulté comme ça, qui veut maigrir pour maigrir ou qui connaîtrait des troubles dont tu as parlé, mais qui n'est pas notre sujet, l'envoyer chez des personnes plus à même de l'aider, des psychologues, des psychiatres. C'est de leur ressort plutôt que du nôtre. Nous, on va vraiment travailler au niveau de l'alimentation, donner tous les conseils qu'il faut, voire même repérer qu'il y a un trouble à ce niveau-là, hein, et admettre que ce n'est pas de notre ressort et que même si on arrive à aider la personne, ça ne pourrait être que ponctuel parce que le problème, il est beaucoup plus profond que ce que nous voyons au niveau de l'alimentation elle-même. Ok. Et pour en revenir à ce dont on discutait, ce qui, moi, peut emmener un élément d'inquiétude, c'est que la société martèle que le corps parfait pour une femme, c'est celui-là, et le corps parfait pour un homme, c'est celui-là. Pour des adultes, même si ça peut les influencer, l'influence est moindre que pour un esprit en croissance. Un adolescent, avec tous les chamboulements hormonaux qu'il peut avoir dans le corps d'un adolescent. Des fois, si on parle que de la prise de poids, par exemple, elle peut être ponctuelle parce qu'il y a un flot hormonal, enfin ponctuel. Elle va durer quand même quelques années, mais c'est pas le poids définitif ou la forme définitive. Faut oublier qu'il y a un flot hormonal chez les adolescents qui va modifier un petit peu leur organisme. Certains, ça va les faire maigrir, d'autres leur faire prendre un peu de poids, mais en général, c'est pas, pour la plupart, c'est pas quelque chose de dangereux. Parce que d'abord, souvent, il n'y a pas nécessairement du surpoids. Ok. Je ne nie pas les problèmes de surpoids, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce qui est considéré des fois comme du surpoids ne l'est pas. Okay. Et que même si un adolescent a pris 2-3 kilos, c'est vraiment ponctuel et très souvent, c'est hormonal. Voilà. Et ça, il faudrait que les parents le sachent et que les adolescents eux-mêmes le sachent. Même si je peux comprendre qu'à cet âge-là, c'est compliqué d'avoir le recul qu'un adulte a. Et puis souvent, à cet âge-là, c'est peut-être l'âge où tu es le plus sensible au regard des autres. C'est ça. On constate quand même aussi ces dernières années qu'il y a, peut-être au cinéma, mais ou à la publicité, il y a des personnes qui font des efforts pour changer l'image de la femme. Je pense par exemple il y a quelques pubs où c'est Dop qui montrait des personnes pour leur shampoing, leur gel douche, qui étaient, j'allais dire, normales, qui n'étaient pas des figures de mode. Il y a d'autres pubs comme ça qui montrent des gens, j'allais dire, ou obèses ou même avec des cicatrices, pour changer, pour casser cette image de la femme parfaite à la télé. C'est des efforts qui sont à applaudir, hein, parce que toutes les femmes ne font pas un taille 32, heureusement d'ailleurs. Mais si je vais même dans ton sens, il y avait toute cette publicité qu'il y avait dans les réseaux sociaux à un moment donné, des femmes qui accouchent et qui en un mois ont retrouvé leur taille d'avant. Quelle culpabilité pour celles qui n'en sont pas là. Et souvent, ces femmes, elles ont des moyens, elles ont des coachs, elles ont une nourrice qui s'occupe de leur bébé, elles allaitent peut-être pas. En fait, elles sortent de l'hôpital et immédiatement, je me concentre sur moi et j'ai des personnes qui vont, entre guillemets, s'occuper de mon bébé. Donc, c'est pas la réalité, en fait, ce qu'elles nous diffusent. Ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité. Pour la plupart des femmes, quand elles accouchent, elles sont fatiguées, parce que la grossesse et surtout l'accouchement est une épreuve. J'apprends même que certaines femmes préfèrent se faire césariser
enfin, c'est compliqué, tout ça est très compliqué et il faut que chacun soit déjà lui-même et vive sa vie et pas vivre par procuration la vie d'une autre personne. Oui. Je crois me rappeler ça. Je suis très mauvais en réseaux sociaux, mais c'est Kim Kardashian, je crois, qui un jour avait décidé sur Instagram ou je sais pas quoi de ne pas retoucher ses photos. Elle les avait laissées telles qu'elles étaient avec de la cellulite, enfin des choses normales pour une personne. Elle avait perdu des millions d'abonnés juste parce que elle n'avait pas retouché ses photos et les avait voulu garder naturelles. Mais parce qu'il y a aussi une volonté de la société de ne pas entendre ça. C'est l'actrice, j'ai oublié son nom, celle qui a fait les Hunger Games, Jennifer. Ah oui, Jennifer Lawrence. c'est ça. Lawrence, c'est ça. Qui, à un moment donné, se faisait critiquer sur tous les plateaux parce que dès qu'elle débarquait sur un plateau, justement, un de ses chevals de bataille, c'était d'expliquer aux jeunes filles que elle, si elle avait cette apparence-là, c'est parce elle payait des coachs sportifs, elle avait des gens qui lui faisaient et que c'était parce que c'était son métier et qu'il fallait pas chercher à l'imiter. Et malheureusement, des fois, sur la société, il y a des sujets, et c'est pour ça d'ailleurs que, bah, merci Nadine, hein, on n'a pas fini, hein, mais je te remercie quand même d'avoir eu le courage de venir en parler dans ce podcast-là, parce que c'est un sujet, c'est pour ça que je voulais le faire, qui est très important, parce que ça touche beaucoup l'image de soi. Mais parfois, les réseaux sociaux aussi, ils peuvent ne pas aider, et parfois, ils peuvent aider. C'est-à-dire qu'en ce moment, on voit beaucoup de comptes Instagram, de pages YouTube, de mannequins, mais pour taille forte et qui sont très populaires où justement elles font des photos un peu comme n'importe quelle Instagrammeuse et en toute liberté. Et je sais que quand tu regardes les gens qui sont inscrits à ces Instagram-là, c'est souvent surtout des femmes, bah ça leur fait beaucoup de bien de voir quelqu'un qui leur ressemble et qui vit sa vie tout à fait normalement et qui s'assume. Parce que être mannequin, c'est pas si facile que ça, parce que tu t'exposes au regard de tout le monde et au jugement de tout le monde. Et ça, c'est peut-être un petit peu compliqué. Ce que je voulais dire, c'est aussi tout ce qu'on entend par taille forte ou taille mince. Pareil, là aussi, c'est relatif. Oui. Donc, de la même manière que je mets en garde contre une minceur extrême, je mets aussi en garde contre une prise de poids qui peut emmener d'autres difficultés. Donc, en fait, le tout, c'est de trouver une maigreur extrême, on a une dénutrition, mais un poids excessif peut emmener aussi d'autres difficultés, des difficultés au niveau du cœur, des difficultés de diabète. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait d'avoir une alimentation équilibrée et la plus variée possible, parce que vraiment, le fer de lance, c'est cet équilibre-là. Alors, il est, comment dire, l'équilibre en lui-même n'est pas si variable que ça, mais je veux dire, le poids d'une personne est variable. C'est pour ça, du moment que ce soit un sous-poids excessif ou un surpoids excessif, les deux peuvent rendre malade. Et le but, c'est que les personnes soient maintenues le maximum possible en bonne santé. Oui. Par contre, on peut quand même constater qu'on parle plus souvent du surpoids, et notamment de l'obésité morbide, et très peu de la maigreur morbide. Pourtant, oui. tu dis, les deux. Malheureusement, mais ça, c'est parce que la société est influencée par ce diktat, alors je vais l'appeler comme ça, d'une maigreur qui serait belle. Tout à fait. Et si des personnes se demandent, oui, mais qu'est-ce que ça peut avoir à faire avec la spiritualité, tout ça, c'est parce que tout simplement, nous sommes des créatures créées par Dieu, et si on n'arrive pas à s'aimer, c'est dur d'aimer le Créateur quand on ne s'aime pas nous-mêmes. Et souvent, toutes ces questions-là, tous ces liens-là, ça vient jouer dans la vie des gens, et ça fait qu'ils n'arrivent pas à se libérer et à s'accepter. Et c'est pas pour rien que Jésus dit que il faut aimer Dieu et son prochain comme soi-même. D'abord, on doit aimer Dieu et ensuite son prochain comme soi-même. Mais pour aimer l'autre, il faut apprendre à s'aimer. Et comme moi je dis toujours, pour aimer le Créateur, il faut aimer la créature aussi. Et si tu aimes le Créateur, tu dois aimer la créature. Si tu aimes la créature, tu aimes le Créateur.
Donc, il y a ce lien de cause à effet. Et justement, on parlait de tous ces problèmes, de tout. Il y a une question et après on va passer à la troisième partie, mais il y a une question que je voudrais quand même qu'on aborde très rapidement. J'aimerais avoir ton point de vue en tant que diététicienne sur tous parce qu'en ce moment, c'est beaucoup la mode, surtout chez les garçons, de tous ces régimes surprotéinés à base de poudre et de choses comme ça, où parfois même tu peux avoir des soi-disant compléments naturels ou des pilules qui vont se localiser sur des éléments de ton corps pour soit les faire grossir, soit les faire maigrir. Tous ces choses-là, d'abord, est-ce que c'est très naturel? Et deuxièmement, est-ce que c'est possible de faire maigrir qu'une seule partie de son corps? Et troisièmement, est-ce que c'est une bonne chose? Ça fait beaucoup de questions. Première chose, faites attention à vos reins, parce que voilà, quand on a une consommation excessive de protéines, on fatigue précocement ses reins. Okay. C'est toujours une question d'équilibre. L'organisme n'a pas été conçu pour avoir des excès tout le temps. Je veux dire, si tu fais un excès ponctuellement, l'organisme arrive à trouver des astuces pour s'en sortir. Mais sinon, tu vois, là, je te parle des reins qui peuvent être fatigués par une consommation excessive de protéines, comme je pourrais te dire un pancréas qui est usé précocement parce qu'il y a un abus de sucre. C'est exactement ça. Donc, trop de protéines, un excès de protéines, à un moment donné, les reins vont se fatiguer. Okay. La filtration va devenir problématique. Donc, voilà. Alors, les gens maigrissent, il n'y a pas de problème, puisque c'est le but. Les gens maigrissent et puis ils ont une impression d'un modelage. Ben, forcément, parce que les protéines demandent un peu plus de travail pour la digestion et qu'en général, c'est pas des calories brutes ou voilà. Mais il y a le revers de la médaille, des reins qui se fatiguent. Ok. Est-ce que c'est possible de faire des régimes localisés sur son corps? Non, je crois que c'est possible d'aller voir le médecin esthétique, ouais. Merci beaucoup pour la franchise. Donc, je te propose qu'on passe à moins que tu avais une question, Craig. Excuse-moi, j'allais passer sans te demander si tu avais quelque chose à dire. Oui, j'ai une petite question. Tu parlais tout à l'heure de sucre. Je disais qu'aujourd'hui, la société mange de plus en plus vite et de plus en plus mal et mange de plus en plus, on va dire, de plats préparés. Et aujourd'hui, on retrouve même dans des plats salés du sucre. On trouve du sucre dans tous les plats. Et je disais que apparemment, c'est le sucre qui fait que la graisse se fixe ou quelque chose comme ça. Enfin, tu vas me dire si je me trompe ou pas. Mais que du coup, cette consommation de sucre est un vrai problème pour l'alimentation aujourd'hui. Ben, le sucre donne du goût, en fait, c'est ça. C'est pour une appétence pour le sucre et pour le sel aussi d'ailleurs, parce que je te dirais que pour s'assurer que les barres céréalières ont meilleur goût, ils mettent du sel dans les barres chocolatées. Ils mettent du sel dans certaines barres chocolatées et ils mettent du sucre dans des produits où on ne se serait pas attendu, comme des fois dans du concentré de tomates. Mais les industriels ils sont intelligents. Ils savent ce que le palais de l'être humain aime. Ils savent que nous avons une appétence pour les produits sucrés et les produits salés. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent on entend les gens dire « moi, je suis plutôt sucré que salé » ou « moi, je suis plutôt salé que sucré ». Voilà. Et donc, pour s'assurer que de toute façon, je ne veux pas taper sur les industriels, merci pour le fait qu'on a une industrie agroalimentaire qui nous permet d'avoir à manger. On voit très peu des problèmes de faim ici, comme on pourrait en voir dans d'autres parties du globe terrestre. Mais c'est vrai que trop de sucre finit par nous rendre malades, trop de sel aussi. D'accord. Tu nous confirmes que
ça serait quand même infiniment meilleur je sais pas, je dis une bêtise, mais de se faire des carottes râpées soi-même en achetant des carottes plutôt qu'acheter le bac de carottes râpées déjà tout fait ou les légumes déjà prédécoupés ou etc. en grande Oui, surface. parce qu'en fait, il faudrait lire toutes les étiquettes. C'est ça. Et donc, c'est beaucoup de temps. Donc, ce qu'on peut faire par soi-même, moi, j'encourage à le faire. Maintenant, je ne diabolise absolument pas les produits industriels parce qu'il y a de bons produits, parce que ça nous facilite aussi la vie et que moi-même, j'en utilise. Mais il faut vraiment lire les étiquettes et prendre le temps de choisir ces produits. Il y a vraiment des produits qui sont pas si intéressants que ça, mais il y a aussi de bons produits. Ça serait complètement injuste. J'allais dire stupide, mais je pense pas que le mot stupide soit le bon. Je pense que ça serait injuste de taper avec brutalité sur l'industrie agroalimentaire parce qu'il y a aussi de bonnes choses. Maintenant, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas bien, on va pas leur jeter des fleurs aussi en leur disant finalement on accepte tout. Il y a vraiment des produits qui sont à éviter. Et en plus, psychologiquement, ça serait une meilleure chose parce que souvent, comme tu l'as dit, on est dans une société où les gens mangent vite et c'est souvent la justification, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps. La réalité, c'est que souvent les gens ne prennent pas le temps et en fait, tu les vois, ils sont toujours occupés à quelque chose. Alors que quand jamais tu te forces à manger, à préparer ton repas et tout ça, ben, en fait, tu obliges à faire une coupure avec le reste et par exemple, ça permettrait à beaucoup de personnes justement de pouvoir faire la session entre bah voilà, j'ai fini ma journée de travail et maintenant je suis chez moi et je m'occupe de moi. Donc même psychologiquement, ça aurait des avantages à ne pas aller vers les. Vous trouverez toujours des avantages à ne pas aller vers les plats déjà tout prêts. Voilà. C'est un lien social aussi. Oui, tout à fait. La cuisine, ben, on l'a dit de toute façon avec Jésus. Toutes les histoires dans la maison se passaient autour d'un repas parce que c'est là où tout le monde. Le confinement a fait que le fait de faire à manger ensemble a retrouvé une convivialité avec ses enfants ou ses parents. Mais moi, je vais faire mon boomer 30 secondes. Je trouve qu'il n'y a rien de plus triste que d'aller dans un restaurant et de voir, par exemple, un père et son fils assis à une table et chacun derrière son téléphone, l'enfant en train de jouer, le père en train de régler ses emails et passer tout le repas sans communiquer. Moi, je trouve ça terrible. Exact. Après, bon, je suis pas là pour juger les gens non plus, mais c'est mon point de vue. Bon, on va passer, je vous propose à la troisième partie, comment bien vivre avec la nourriture, mais aussi avec soi-même. Parce que pour bien vivre, il ne suffit pas forcément de bien manger, parce que, bon, là, c'est le complexe de Obélix. Est-ce que l'homme a été fait pour la nourriture ou la nourriture pour l'homme? Obélix dirait le contraire. Et la réalité, c'est qu'il faut être bien avec soi, et que souvent, en étant bien avec soi, c'est là où on est le plus à l'aise avec notre alimentation. Du coup, la question que moi j'ai envie de poser à une diététicienne, je dirais plus nutritionniste, parce que je n'ai pas envie de me faire mettre des pouces vers le bas, c'est qu'est-ce qui est, d'après toi, plus important? Est-ce que c'est d'être bien avec soi ou de bien manger? Ah, mais les deux, si tu es bien avec toi, tu mangeras bien. Alors, je sais que c'est un raccourci. Tu aurais voulu que je développe. Mais la réalité, c'est que si tu es bien avec toi-même, tu mangeras bien. Tu sauras t'arrêter, par exemple, quand tu es rassasié. Tu sauras aller vers des aliments dont tu as besoin, je ne sais pas comment le dire. Tu sauras que le matin, par exemple, si tu as faim, c'est normal parce que tu sors d'un mini-jeûne, si on peut dire ça comme ça, parce que tu as eu ton dîner le soir et que tu as oublié que pendant ce temps, ton organisme n'a pas eu d'aliments et que tu as besoin d'énergie. Donc voilà, sauf si tu veux préciser ta question, j'espère avoir répondu. Non, tout à fait. Mais c'est aussi, j'avais vu, moi, à l'époque où je faisais mes études en psycho, j'avais vu des études très sérieuses de psychologie qui démontraient que les gens qui avaient une bonne estime d'eux-mêmes, pas une bonne estime, excusez-moi, qui avaient une vision normale de leur corps, c'est-à-dire qu'ils se voyaient pas plus ou moins que ce qu'ils étaient,
avaient souvent plus de chances de maigrir que les autres. Et du coup, que l'esprit avait un impact sur les régimes de beaucoup de personnes. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est le fait qu'ils mangent qui va faire que, mais je pense que quand on va bien, on a envie d'être dehors, on marche, on a du contact avec les gens, on n'est pas enfermé soi-même chez soi dans une sédentarité qui peut devenir malsaine et qu'automatiquement, parce qu'on se dépense un peu plus, on a un poids qui se maintient. On n'en prend pas, on y même on en perd d'ailleurs. Mais voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est surtout ça. On est bien avec soi-même, donc on mange bien, on a des activités, on a du contact, on va au travail, etc. On entend souvent les parents dire que, par exemple, à leurs enfants, mange tes carottes, ça rend aimable. Est-ce que les aliments ont une influence sur l'humeur des individus? Je ne crois pas. Ah mince, ça rend pas Je aimable ne, les carottes? je ne crois pas, mais ce qui est vrai, c'est que certains aliments, par exemple les carottes, elles sont riches en pigments, ça peut donner bonne mine. D'ailleurs, on sait qu'à l'approche de l'été, on encourage les gens à manger des aliments qui sont pigmentés pour faciliter, entre guillemets, le bronzage. Donc, est-ce que c'est ça qui rend aimable parce que tu auras une peau de meilleure qualité et que c'est parti de là qu'est né ce dicton? Je ne sais pas. Peut-être. Et est-ce que la manière de manger un repas diffère alors ton humeur? Si tu manges un même repas mais vite à ton travail parce que tu as du boulot, ou si tu prends le temps de le manger, ça change quelque chose. Ah, mais c'est bien. Il vaudrait mieux prendre le temps de manger parce que l'appareil digestif est conçu de telle manière que tout commence dans la bouche. Les dents servent à broyer les aliments. Si on mange trop vite, on ne laisse pas, on se laisse pas le temps du travail de digestion qui doit commencer dans la bouche. Et bon, j'aimerais dire que dans l'estomac et dans les intestins, il n'y a pas de dents, quoi. Donc, à un moment donné, si on mange trop rapidement, après, on a de l'inconfort digestif, des ballonnements, des petits soucis intestinaux. Donc, voilà. C'est important de prendre le temps de manger et d'avoir le temps de mâcher. Bon, je sais que souvent, quand on est stressé, on mange très vite. Mais ça, c'est parce qu'on est pressé. Soit on est pressé par le temps, donc il y a un stress. Mais je pense aussi que quand on a les pensées ailleurs, on est concentré sur autre chose, donc on mange machinalement et on peut manger peut-être trop vite. Nicolas serait peut-être mieux à même de nous dire le rapport entre un temps de repas raccourci et le stress. Mais à ma décharge, il m'est arrivé de manger des fois trop rapidement parce que j'étais stressée, soit parce que j'avais pas beaucoup de temps, soit parce que j'avais d'autres éléments dans ma vie qui me stressaient et ça a eu une influence sur ma façon de manger. Oui, non, le stress en fait, il y a beaucoup de choses, on s'en rend pas forcément compte, mais je me souviens, j'étais dans un cabinet médical et je lisais justement un prospectus qui expliquait la posture aussi. Manger debout, c'est très mauvais pour la digestion. Ouais. Donc c'est mieux de s'asseoir, donc prendre le temps, s'asseoir. Au jour d'aujourd'hui, de toute façon, on est dans une société où on prend plus beaucoup de temps, et c'est peut-être souvent là le problème. Et l'une des grosses problématiques de notre société, c'est justement ce stress dont on parle depuis tout à l'heure. On sait maintenant que le stress encourage à manger trop vite. Parfois, même, certaines personnes vont manger pour essayer de se déstresser, puisque comme tu faisais très justement la réflexion tout à l'heure, Greg, il y a l'hormone du plaisir qui est liée à ça. Il y a des gens qui vont tellement se stresser qu'ils vont se couper l'appétit. Du coup, la question que moi je me pose, c'est est-ce que parfois, avant de faire un régime, ça serait peut-être pas mieux de régler une problématique de stress, d'après toi, Nadine? Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire et en général, je pense que
sauf vraiment si on a pris du poids, par exemple, à cause d'une grossesse ou qu'on a un dérèglement hormonal, ça peut arriver. Hein. On peut avoir d'autres pathologies. Il y a des personnes qui ont des problèmes thyroïdiens, donc ce sont des hormones. Mais en général, il vaudrait mieux faire les deux. Donc, soigner le corps et soigner aussi l'être intérieur, ce qui a été beaucoup négligé dans nos sociétés occidentales, les sociétés orientales, elles, qu'on soit d'accord ou pas, prennent en compte. L'être humain n'est pas que physique, il est un peu plus que ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger le physique, puisqu'on n'a fait que parler de sa alimentation, c'est pour nourrir surtout son corps, mais je pense qu'il faut nourrir et son corps et aussi son être intérieur. Ah oui, et puis de toute façon, on est en plein dans le bon sujet, et je pense que l'un des meilleurs versets pour parler pourquoi est-ce qu'on parlerait d'alimentaire sur une chaîne chrétienne, c'est parce qu'on est corps, âme et esprit. Donc on a besoin des trois pour vivre, et si on néglige le corps, l'esprit et l'âme ne peuvent pas suivre, quoi. Et je veux juste aussi faire une petite parenthèse, parce que je veux que les gens saisissent bien quelque chose. Quand on dit accepter, par exemple, dans le cas de personnes qui ont des problèmes de thyroïde et qui se mettent de la pression parce qu'ils n'arrivent pas à perdre du poids, accepter, ça ne veut pas dire baisser les bras et dire j'y arriverai pas. Non, c'est accepter le fait que ça va être plus dur parce qu'il y a une problématique de thyroïde, et pas se surcharger, parce que la problématique, c'est, comme on disait justement, à cause des canons sociaux, à cause de ce que la société dit, et parfois même ça peut être à cause de méconnaissances médicales, parce que les médecins, c'est aussi des êtres humains comme tout le monde, et on est tous des êtres défaillants. Parfois on peut ne pas se rendre compte qu'on met une surcharge sur une personne, et une personne qui a déjà pas une bonne estime d'elle parce qu'elle n'a pas un bon rapport avec son corps, si on lui met une surcharge, en fait, on se rend pas compte, mais on est en train de la noyer complètement, là, et elle ne refera pas surface. Surtout que les problèmes thyroïdiens, des gens mènent beaucoup de fatigue physique. Alors, si au-delà de la fatigue physique a tendance déjà à déprimer, si en plus on a en face de soi des interlocuteurs qui sont culpabilisants. Tout à fait. Du coup, on va s'en aller petit à petit sur la conclusion avec ça. J'ai fait une introduction en parlant justement, en ce moment, il y avait l'été et tout ça, il y a plein de régimes qui apparaissent tout le temps. Comment choisir un bon régime, et quels sont, d'après toi, les régimes les plus problématiques? Alors, les régimes, tous les régimes hyperprotéinés, je m'en méfie. Enfin, moi, je dirais que la plupart des régimes, je m'en méfie. Sauf les régimes qui sont mis en place pour des raisons de santé. Je m'explique, une personne qui a une insuffisance rénale, diabète, on va pas ne pas le mettre au régime. Il y a des organes qui dysfonctionnent. Donc, à un moment donné, il va falloir, ou des intestins qui dysfonctionnent, tu vois, des personnes qui ont des diverticules ou qui ont des maladies de l'intestin irritable, un intestin irritable. Donc, toutes ces choses-là, oui, il faut absolument mettre en régime. Une hypertension excessive, voilà, il faut mettre en régime hyposodé. Mais sorti de là, moi, j'aurais tendance à envoyer les gens plutôt vers des recommandations pour l'équilibre alimentaire. Ok. Moi, une expérience personnelle, j'ai eu quelques petits soucis de foie, de choses comme ça. Et je t'ai demandé un petit peu d'aide, Nadine, et juste de changer mon alimentation en évitant évidemment certains produits gras, des choses comme ça, en mangeant plus de légumes, plus de fruits. J'ai pas diminué mes quantités, donc j'ai pas eu de sensation de satiété ou de choses comme ça. Et naturellement, j'ai perdu du poids parce que mon alimentation avait été recentrée sur des produits plus sains. Et puis, pour aller dans ton sens, Greg, encore une fois, je ne veux pas taper sur l'industrie alimentaire parce que je pense vraiment que
ça nous a apporté beaucoup de choses, mais on peut pas dire que tout est bon. Il y a des éléments et dans les produits qui ont subi un affinage excessif, souvent il y a des éléments qui peuvent être irritants pour les intestins ou pour l'organisme, et puis tous ces additifs là qui emmènent de l'inflammation dans nos organismes. Et on passe ça aussi, hein. C'est que des fois on a les intestins qui sont inflammés. On n'en parlera pas aujourd'hui, on en parlera une autre fois, mais il y a aussi ces problèmes d'intestin poreux avec une mauvaise absorption. Tout ça, il faut en tenir compte. Et je pensais pas en parler, mais les anciens, alors on a fait de gros progrès scientifiques et tant mieux, vraiment tant mieux, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont morts des fois parce que la médecine n'était pas au point. Il y a encore malheureusement des pays dans lesquels des gens meurent parce que la médecine n'a pas encore assez évolué, en tout cas, ou si elle a évolué, elle n'a pas les moyens de proposer des traitements suffisamment évolués. Donc c'est bien qu'on ait progressé, mais les anciens des fois qui faisaient des choses de manière instinctive ne se trompaient pas, hein. Tout à l'heure on a parlé du fait qu'il fallait tenir compte que nous étions esprit, âme et corps, et souvent on oublie qu'on est esprit et âme aussi. Donc on traite le corps et on voit pas les problèmes de l'âme, et les problèmes de l'esprit, n'en parlons même pas. Ça, je sais pas, on parle beaucoup d'esprit dans nos milieux chrétiens, mais voilà. Et donc, moi, je sais qu'en faisant mes études, j'ai découvert, par exemple, que de manger des céréales et des légumineuses donnait une complémentation protéique proche du fait d'avoir mangé de la viande ou du poisson. Bon, moi, je suis pas végétarienne, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut le devenir. Simplement, je pense que si on pense à manger le plus proche du naturel, et je ne suis pas en train de faire l'apologie ou de faire l'éloge du bio, c'est pas ça, pas du tout. Je mange même pas bio, je mange tout. Voilà. Mais tout simplement, c'est plus on se rapproche du naturel, plus on se rapproche du fait maison, juste parce qu'on contrôle ce qu'on met dans nos plats, mais on a plus de chances d'être en meilleure santé que de prendre des produits fabriqués par une tierce personne. Et surtout qu'on ne prend pas le temps de lire encore une fois l'étiquetage. Oui. Parce qu'il y a vraiment de produits industriels qui sont très bons, puis malheureusement, il y en a qui sont à jeter à la poubelle, quoi. Oui, puis il ne faut pas oublier que notre façon de produire les aliments a pas mal changé, qu'il y a plein de questions, tout ce qui est transformation génétique, tout ça. Au jour d'aujourd'hui, il y a des problématiques peut-être qu'on n'est plus à même de les détecter, c'est vrai, mais on ne peut pas nier, par exemple, que en ce moment, on a une augmentation du nombre des personnes qui sont allergiques au gluten, qui est assez impressionnante par rapport à il y a 20 ans en arrière, quoi. Donc, c'est pas juste l'affinage du détectage qui fait ça. Tu parlais des côlons irritables, c'est impressionnant le nombre de personnes qui sont en ce moment touchées par cette problématique-là. Et effectivement, il faut aussi parfois questionner en tant que chrétien la façon dont les choses sont produites, parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu, à la base, le premier mandat qu'il avait donné à l'homme, c'était de prendre soin de la terre, et malheureusement, c'est peut-être l'un des mandats sur lequel on faillit le plus, quoi. Et ben, écoute, merci beaucoup à toi. Effectivement, il y aurait quasiment une autre émission à faire, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Ah oui, si, j'avais une question, une petite dernière. Parce que là, on a parlé de l'alimentaire et tout ça. Il y a des régimes qui, eux, sont pas forcément basés sur les aliments, mais plutôt sur les façons de les manger ou quand les manger, comme par exemple les régimes sur la chrononutrition. Est-ce que ce sont des régimes que toi tu recommandes, ou là encore tu dis qu'il faut faire ça avec prudence? Je dirais que la chrononutrition n'est pas mauvaise. Même je pense qu'elle peut réussir du moment qu'on a tous les macro et micronutriments dont on a besoin.
Mais une chrononutrition adaptée en Europe ne sera peut-être pas la même adaptée dans un autre pays parce que on n'a pas une répartition alimentaire exactement pareille. Par exemple, ici, au petit déjeuner, on te dit qu'il faut manger plutôt ceci, cela, c'est un produit céréalier, un produit laitier, une source de fibres, en l'occurrence un fruit, une boisson chaude. Mais il y a des sociétés où on ne mange pas de pain le matin, quoi. Donc, Il y a des voilà. sociétés qui ne mangent pas de pain tout court. Voilà, qui ne mangent pas de pain tout court. Donc, est-ce que si au petit déjeuner, il faut manger très peu, au déjeuner un peu plus, Non. Il y a des personnes qui, pour eux, le petit déjeuner, il faut qu'ils mangent bien parce qu'ils vont aller travailler dans les champs, sous le soleil, avec une houe courbée. Donc, on ne va pas leur dire mangez à peine et puis vous mangerez mieux à midi. Ça va peut-être être le contraire. Ils vont bien manger le matin, puis ils vont aller travailler et ensuite, à midi, ils vont manger vraiment frugalement parce qu'il ne faut pas qu'ils se remplissent trop, sinon ils vont être fatigués. Après, ils auront un autre repas plus consistant le soir. Et la sieste, c'est bien Donc, aussi. oui, pourquoi pas. Faut juste faire attention à ne pas siester 4 heures, mais Oui, c'est ça. parce qu'après la journée est finie. Mais bon, voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Greg, est-ce que tu avais une dernière chose à ajouter? Bah, écoute, non, je te remercie, Nadine, de tout ce que tu nous as dit et appris. Bon, j'ai rien à dire. Merci. Est-ce que je peux juste Oui. Parler d'une petite chose, si vous le voulez bien? Oui, C'est par rapport, par exemple, au problème de gluten. Il y a vraiment des personnes qui sont atteintes de maladies cœliaques, qui sont malades. Il faut pas une trace de gluten du tout, vraiment. Mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas atteintes de maladies cœliaques, mais que c'est la mode en ce moment de dire que le gluten est la source de tous les maux. Donc, il faut faire attention. N'oublions pas qu'une des principales céréales qu'on consomme en Europe, c'est quand même le blé. Alors, je décris le fait qu'on n'ait plus autant de diversité que les anciens ont connu. Faites attention à cela. Faites aussi attention à tous ces régimes sans lactose. Il y a vraiment des personnes qui sont intolérantes au lactose. En général, c'est parce que à un moment donné, elles se sont arrêtées de boire du lait et devenant adultes, leur corps ne produit plus de lactase, donc ils peuvent plus dégrader le lactose qui est contenu dans le lait. Mais j'ai entendu des réflexions du genre, nous sommes les seuls êtres qui buvons le lait d'un autre être. Enfin, et moi j'aimerais dire, nous sommes aussi les seuls êtres qui faisons de l'agriculture, qui construisons des hôpitaux, des gratte-ciels, qui pouvons être sur Zoom. Donc, c'est un argument qui est fallacieux. Et c'est très facile pour nous, en Occident, de dire, oui, on veut pas boire de lait. Allez voir les enfants qui n'ont pas accès au lait parce que leurs parents n'ont pas les moyens. Ils seraient bien contents qu'on leur donne du lait parce que ce sont des organismes en croissance qui ont besoin de cela. Donc, soyons prudents, soyons équilibrés dans notre alimentation et soyons équilibrés carrément pour tout. Je pense que c'est à ça que le Seigneur nous appelle, d'être des êtres équilibrés qui nous nourrissons de ce qui est sage et pas de ce qui est fallacieux. Parfait. Écoute, merci beaucoup. Justement, question, toi, tu as une pratique à l'hôpital, mais tu n'as pas de pratique privée. Pour l'instant, non, mais je m'y prépare. Ok. Alors, justement, je posais la question parce que si vous voulez faire un régime, moi, je ne saurais que trop vous recommander d'aller voir une spécialiste comme Nadine, ou un spécialiste, hein, parce qu'il y a aussi des messieurs qui sont nutritionnistes et diététiciens. Privilégier les diététiciens, parce que la formation est aussi très importante, même si il y a des nutritionnistes qui disent des choses qui sont très intéressantes. Faites attention à tous les régimes, n'hésitez pas à poser des questions, ne faites pas forcément confiance à une vidéo sur YouTube, à un livre, posez des questions et si par hasard vous avez une autre problématique, eh ben, je vous remets dans la description le lien
de la boîte mail de Botéo. N'hésitez pas à nous en parler. On essaiera de faire quelque chose et de vous faire suivre tous les outils qu'on peut mettre à votre disposition. Merci encore une fois à toi, Nadine. Merci à toi. C'est un plaisir. Merci à toi, Greg. Nadine, je dois avouer, je suis très surpris. Je m'attendais à un moment donné à ce que tu nous parles de patates douces. Mais Là, j'ai compris le message. Il n'est pas subliminal, mais je crois que j'ai compris. C'est parce qu'elle fait très bien, elle cuisine très bien les patates douces. D'accord. Merci, bonne soirée à vous.